Quelque chose s'approche de la surface de la planète. Il s'agit d'une boule de feu qui se rapproche de plus en plus à une vitesse phénoménale. Bientôt, il devient évident que la collision est inévitable. Bam! L'impact laisse un énorme cratère. Il vaporise des milliers de kilomètres cubes de roches solides et il déclenche une série de terribles catastrophes naturelles. Oui, je sais ce que tu te dis. Tu crois que je parle de la collision cataclysmique qui s'est produite il y a environ 66 millions d'années sur Terre. Tu sais, celle qui est responsable de l'extinction de la plupart des dinosaures et des 3/4 des autres formes de vie du globe. Mais non, la catastrophe dont je parle s'est produite sur une autre planète. Les scientifiques pensent que notre prochaine voisine, Mars, a connu la même catastrophe que la Terre. Cela se serait passé il y a environ 3,4 milliards d'années. La collision d'un astéroïde pourrait ainsi avoir provoqué un méga tsunami sur la planète rouge, semblable à celui provoqué par l'impact de Chicxulub sur notre Terre. Les chercheurs ont identifié un cratère d'impact sur Mars qui a probablement été laissé par la collision d'une comète ou d'un astéroïde avec sa surface. Ce corps spatial s'est vraisemblablement écrasé dans un océan situé dans les basses terres du nord de la planète Mars. L'impact a été si puissant qu'il a provoqué un immense raz-de-marée. Avant les études les plus récentes, l'emplacement exact de ce cratère n'avait pas encore été vérifié. Il n'était que théorique. Pour le confirmer, une équipe d'astronomes a simulé l'impact d'une comète ou d'un astéroïde dans la zone où ils supposaient que se trouvait le cratère. Ils ont même baptisé celui-ci Pôle. Pôle mesure 109 km de diamètre et se trouve dans une région située à près de 120 mètres sous le niveau supposé de la mer. En tout état de cause, ces simulations ont généré plusieurs cratères de la même taille que Pôle. L'une de ces modélisations tend même à prouver que ce cratère aurait été laissé par un astéroïde de 8 km de large, qui aurait rencontré une forte résistance au sol. Une autre simulation a montré que le cratère pourrait avoir été causé par un astéroïde un peu plus petit et qui aurait rencontré une résistance au sol plus faible. Mais d'après les deux schémas, le cratère d'impact aurait eu un diamètre de près de 112 km. Et le méga tsunami provoqué par la collision se serait propagé jusqu'à 1450 km du point d'impact. Ces simulations ont également aidé les scientifiques à estimer la hauteur du tsunami. Il mesurait environ 250 mètres de haut, soit presque autant que la tour Eiffel. Les auteurs de cette étude suggèrent également que le cratère Pôle pourrait être similaire au cratère d'impact de Chicxulub sur notre planète. La météorite de Chicxulub, telle que nous la connaissons aujourd'hui, proviendrait des confins du système solaire. Ce corps spatial mesurait au moins 10 km de diamètre et il s'est écrasé dans les eaux peu profondes de la péninsule du Yucatan. Cette collision a été si puissante qu'elle a laissé sa marque sur toute la surface de notre planète. En 2021, les chercheurs ont découvert que la collision avait causé des méga-ondulations de la croûte terrestre dans l'actuelle région du centre de la Louisiane. Une étude encore plus récente suggère que l'astéroïde aurait également déclenché un tsunami si dévastateur qu'il a arraché des sédiments du plancher océanique jusqu'à l'autre bout du monde. L'équipe scientifique a reconstitué les événements des 10 premières minutes suivant l'impact. Ce modèle a montré que l'astéroïde avait produit des vagues jusqu'à 30 000 fois plus fortes que l'un des plus grands tsunamis jamais enregistrés, celui de l'océan Indien qui a frappé l'Indonésie en 2004. La collision a déplacé une telle quantité d'eau qu'elle a généré une vague de presque 2 km de haut. C'est comme 2 Burj Khalifa, soit la plus haute construction du monde, empilés l'un sur l'autre. Et bien sûr, tout cet espace vide n'est pas resté vide bien longtemps. L'océan s'est engouffré dans le cratère d'impact, mais ce faisant, il n'a fait que s'abattre sur ses rebords, ce qui a produit encore plus de vagues. Par la suite, des raz-de-marée de plus de 10 mètres de haut ont sillonné le monde à une vitesse d'1 mètre par seconde, frappant toutes les côtes sur leur passage. Imagine un immeuble de 3 étages qui se précipite sur toi. Il n'est pas étonnant que les vagues les plus importantes et les plus rapides se soient produites près de la zone d'impact, dans les eaux libres du golfe du Mexique. Celles-ci ont atteint une hauteur de plus de 100 mètres, soit davantage que la Statue de la Liberté, et se sont déplacées à une vitesse 10 fois supérieure à celle des vagues tsunami les plus éloignées. Mais revenons à la planète rouge. Certains experts pensent que ce n'est pas un, mais 2 méga-tsunamis qui auraient pu déchirer Mars.
Il pourrait avoir été déclenché par 2 impacts de météorites qui se seraient produits à plusieurs millions d'années d'intervalle. Entre ces 2 collisions, Mars a connu une période de changement climatique, en conséquence de quoi l'eau liquide à sa surface s'est transformée en glace. En d'autres termes, le premier impact d'astéroïde a probablement entraîné des vagues d'eau liquide. Quant au second tsunami, il aura probablement été constitué d'éclats de glace. Par ailleurs, le plus gros astéroïde à avoir jamais percuté la Terre ne serait peut-être pas celui qui a mis fin à l'existence des dinosaures. Une collision beaucoup plus dévastatrice s'est probablement produite il y a environ 3,5 milliards d'années. De nouvelles preuves découvertes par les scientifiques dans le nord-ouest de l'Australie suggèrent que l'astéroïde dont nous parlons avait un diamètre de 20 à 30 km. Il aurait heurté la Terre à une vitesse phénoménale, libérant une inimaginable quantité d'énergie. Voilà qui prête à réflexion. Et si une chose pareille se produisait de nos jours ? Plus de 30 000 objets qui tournent autour de la Terre en ce moment même pourraient potentiellement s'écraser sur notre planète. La NASA considère qu'environ 1500 d'entre eux sont potentiellement dangereux. Ces roches spatiales sont les vestiges de la formation de notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Ainsi, en 2004, des astronomes ont découvert un énorme astéroïde qui s'approchait de la Terre. Les premières observations ont montré que le risque que cette roche spatiale heurte notre planète était inférieur à 3%. Cet astéroïde a été baptisé Apophis. Il mesure plus de 365 mètres de diamètre et pèse environ 20 millions de tonnes. Il devrait traverser notre ciel le 13 avril 2029. Apophis passera à une distance de 30 000 km de la surface terrestre. Mais même si ce caillou manque notre planète en 2029, cela ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas 15 ans plus tard, en 2036. Si un tel objet nous heurtait, les conséquences seraient imprévisibles. Elles pourraient aller de l'explosion des fenêtres alentour à la disparition de la plupart des formes de vie terrestres. Ah, et ça détraquera probablement Internet. Oui, cette dernière pensée est vraiment effrayante. Mais fort heureusement, nos technologies modernes peuvent nous aider à éviter ces conséquences dramatiques. Les experts ont mis au point plusieurs moyens d'éviter qu'un scénario catastrophe ne se concrétise. Tout d'abord, nous pourrions utiliser un engin spatial pour faire dévier de sa trajectoire ce visiteur venu de l'espace. On pourrait aussi le faire exploser en 1000 morceaux. Les scientifiques pourraient également ralentir l'astéroïde à l'aide d'une concentration de lumière solaire. Enfin, on pourrait probablement l'éloigner à l'aide d'un tracteur gravitationnel. Notre Soleil. Scénario 1. Quelque chose d'étrange vient de se produire. Toutes les chaînes de télévision et de radio parlent d'un trou noir qui s'est rapproché de nous, à l'endroit où se trouvait notre Soleil. On peut même y voir un disque d'accrétion et l'arrière-plan du ciel semble un peu déformé, ce qui signifie qu'il s'est vraiment rapproché. Normalement, les trous noirs sont si éloignés que nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. On ne peut même pas les voir avec un télescope. Alors, que fait-il ici, si près? Et où est notre Soleil? Le trou noir l'a-t-il avalé? Le Soleil était autrefois au centre de notre système solaire, assez loin pour ne pas nous brûler, mais suffisamment proche pour nous donner de la lumière, de la chaleur et de beaux spectacles lorsqu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et puis, il nous a donné la vie. Le corps le plus massif de notre système solaire contient 99,8% de sa masse totale. Il est si large qu'on pourrait faire tenir plus d'1 million de terres à l'intérieur. Peut-être que notre Soleil s'est transformé en trou noir. Mais il est bien trop tôt pour que cela se produise. Pourtant, c'est bien comme ça qu'il se forme. Lorsque d'énormes étoiles arrivent à la fin de leur cycle de vie et explosent, ce qu'on appelle une supernova, elles finissent par s'effondrer sur elles-mêmes, devenant très petites. Une taille minuscule et une masse colossale. C'est ce qui rend la gravité des trous noirs si importante. Et même la lumière qui s'en approche de trop près ne peut pas s'en échapper. Or, toutes les étoiles de l'univers rétrécissent et disparaîtront à un moment donné. Notre Soleil perd 4 millions de tonnes de sa masse chaque seconde. Et à terme, la seule énergie qui restera dans l'univers sera générée par les trous noirs. Un trou noir est entouré de poussière, de gaz et de radiation. Les radiations sont très dangereuses, alors nous espérons que notre planète ne s'en approchera pas trop. Notre système solaire n'a plus de lumière, plus de chaleur non plus, si bien que même Mercure et Vénus seront probablement recouvertes de glace très bientôt, sans parler de la Terre. Est-il besoin de mentionner que rien ne survivra à cette nouvelle ère glaciaire? Le seul salut pourrait venir du disque d'accrétion qui tourne si vite qu'il génère de la chaleur,
mais c'est trop de risques à prendre. Au moins, si le trou noir a exactement la même masse que notre astre, toutes les planètes resteront sur les mêmes orbites, Terre comprise. Mais s'il a une masse supérieure à celle de notre Soleil, ce que nos scientifiques essayent actuellement de déterminer, alors adieu système solaire, ravi d'avoir fait ta connaissance. Scénario 2. Oh non, qu'est-ce qui se passe? C'était censé être une belle journée ensoleillée, mais maintenant, tu vois l'obscurité tomber brusquement. Comment se fait-il que ce soit la nuit alors que l'horloge indique 14 heures et la Lune a l'air si différente? Les chaînes d'infos annoncent que notre Soleil a disparu et qu'à cause de certains événements mystérieux, la Lune n'est plus en orbite autour de la Terre. Elle se trouve maintenant au centre de notre système solaire. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous avons exactement 8 minutes et 20 secondes pour nous en rendre compte. Il faut peut-être des millions d'années pour que l'énergie du Soleil voyage de son noyau à sa surface, mais 8 minutes et 20 secondes, c'est le temps qu'il faut à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. La lumière effectue un voyage de 150 millions de kilomètres, ce qui correspond à la distance qui nous sépare du Soleil. Nous ne sommes plus dans la zone habitable. Il s'agit de la distance depuis une étoile, dans notre cas, le Soleil, à laquelle de l'eau liquide pourrait exister à la surface d'une planète. Maintenant que le Soleil a disparu, sa lumière ne nous atteindra plus et notre planète deviendra progressivement une masse rocheuse gelée et dépourvue de vie. Qui sait si nous aurons assez de temps pour mettre au point les technologies qui nous fourniraient l'énergie solaire nécessaire au maintien de la vie sur Terre. Si ce n'est pas le cas, eh bien, des millions ou des milliards d'années plus tard, les scientifiques d'autres civilisations exploreront notre monde en tentant de prouver que la vie y a jamais existé. Soit la même chose que ce que nous faisons avec Mars et avec d'autres planètes de notre système solaire. C'est ainsi que nous essayons de déterminer si elles ont toujours été stériles ou s'il peut exister un signe que certains organismes y ont un jour vécu. Quelque chose d'autre, également essentiel à la vie, voyage à la vitesse de la lumière, la gravité. Sans le Soleil, pendant environ 8 minutes de plus, les planètes continueront à tourner autour du centre vide de notre système solaire, jusqu'à ce que le compte à rebours s'arrête et qu'elles finissent par dériver dans une direction inconnue de l'espace. Notre Lune n'a pas une gravité assez forte pour nous maintenir en place. Elle ne peut pas non plus briller assez fort pour nous donner de la chaleur et permettre la vie. Elle est si loin que nous pouvons à peine la voir maintenant. Sans la Lune qui voyage paisiblement près de notre planète, comme elle le faisait auparavant, nous pouvons voir que les marées descendent incroyablement vite. Et il y a de plus en plus de vent. Les vents sont tellement puissants et rapides désormais. Lorsque tout était normal, notre planète était inclinée de 23,5 degrés, ce qui explique les changements de temps et de saison. Maintenant, l'inclinaison est si extrême qu'il fait très froid très vite. Et notre temps est presque écoulé. Les gens crient, tout le monde est en panique. Il nous reste peut-être 1 minute avant de sombrer dans les ténèbres éternelles. Scénario 3. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, ni comment l'existence paisible que nous menions a pris fin. Personne n'a pu le prédire, mais il semble que, sortie de nulle part, une étoile à neutrons géante ait pris la place de notre Soleil. Ce n'est pas une chose que nous aurions pu identifier par nous-mêmes. Nous avons juste remarqué que quelque chose était différent. Le Soleil est devenu plus petit et un peu bizarre. Le reste, nous l'avons entendu aux informations. Et personne ne sait comment cela s'est produit. Peut-être que notre Soleil est quelque part derrière l'étoile à neutrons, ou que l'étoile l'a poussé hors de notre système solaire dans une direction inconnue. Une étoile à neutrons est l'objet spatial le plus dense que nous connaissions. Sa masse est presque 2 fois plus importante que celle de notre Soleil, mais elle est comprimée dans une étoile de seulement 15 km de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une ville sur Terre. Une étoile à neutrons se forme lorsqu'une énorme étoile n'a plus de combustible. Elle s'effondre dans une grande explosion. Sa région centrale, le noyau, s'effondre aussi. C'est pourquoi chaque électron, une particule chargée négativement, et chaque proton, une particule chargée positivement, s'écrasent entre eux pour former un neutron, lequel comporte une charge neutre ou nulle. Nous sommes dans une situation très délicate maintenant, à attendre que notre fin arrive. Cette étoile à neutrons a une gravité 2 milliards de fois plus forte que celle de la Terre. Cela signifie que notre nouveau Soleil va tirer toutes les planètes de notre système solaire vers lui et finira par les détruire. Quand tu étais enfant, on ne t'a pas appris à ne pas jouer avec la nourriture ? Apparemment, on ne l'a pas appris aux astronautes et faire flotter des cubes de gelée à travers la cabine en apesanteur est très amusant. Mais c'est aussi le signe d'un problème potentiel appelé l'euphorie de l'espace. Personne n'avait jamais envisagé qu'un bonheur extrême dans l'espace puisse devenir un problème. Mais c'est bien le cas, et ça n'a rien d'une plaisanterie. Pendant de nombreuses années, cette euphorie spatiale a échappé à toute détection, alors qu'elle était juste là, à la vue de tous.
lorsque l'astronaute de la mission Apollo 14, Alan Shepard, a emporté secrètement des balles de golf sur la Lune et qu'il a essayé de créer une Lune miniature pour celle-ci en tentant de lancer une balle en orbite, tout le monde a trouvé ça marrant. L'astronaute d'Apollo 16, Charles Duke, a pensé qu'il serait drôle d'essayer de rivaliser avec les athlètes des Jeux Olympiques de 1972 sur Terre. Il a tenté de sauter plus haut que les athlètes en bénéficiant d'une gravité lunaire équivalente à 1/6 de celle de la Terre. Duke a sauté si haut qu'il a pivoté en l'air et est retombé en s'écrasant sur le système de survie de son sac à dos. La chute aurait pu être fatale si le sac s'était fissuré. Le commandant de Duke, John Young, a alors déclaré « Ce n'est pas drôle » et il avait raison. Pourtant, lorsque les astronautes d'Apollo 17 se sont mis à danser et à chanter des berceuses tout en collectant des échantillons de roches, tout le monde a trouvé ça mignon. Et l'euphorie de l'espace est encore passée inaperçue. Dès 1965, lorsque Ed White est devenu le premier Américain à flotter dans l'espace lors d'une sortie extravéhiculaire, son euphorie spatiale est devenue évidente. Il est resté dehors bien plus longtemps que nécessaire, afin de tester sa mobilité avec le tout premier jetpack, ou MMU comme on l'appelait, l'acronyme de Manned Maneuvering Unit. Il a alors déclaré « Je ne reviendrai pas, c'est tellement amusant ». Enfin, lorsqu'on lui a ordonné de retourner à bord du vaisseau Gemini, Ed White a déclaré que c'était le jour le plus triste de sa vie. De toute évidence, quelque chose de sinistre était à l'œuvre avec cette euphorie de l'espace. L'apesanteur, associée à la vue de la Terre qui passe en dessous, crée une exaltation qui surmonte tout sens du devoir. C'est là le plus grand danger de cette euphorie spatiale. Avec le recul, on a pu constater les effets de l'euphorie de l'espace lorsque les astronautes d'Apollo 17 ont conduit le rover lunaire. Ils ont dépassé la limite de vitesse recommandée et on pouvait les entendre crier et hurler alors que le rover se balançait sur 2 roues, s'envolant même parfois dans les airs. L'astronaute canadien Chris Hadfield était occupé à travailler sur son EVA, ou activité extravéhiculaire, quand il a fait une pause pour regarder par-dessus son épaule. La magie de l'espace lui est apparue en pleine face. Il a été tellement bouleversé par la beauté de la Voie lactée que ses yeux ont commencé à s'emplir de larmes. Or, dans l'espace, les larmes ne coulent pas sur les joues, elles s'accumulent dans les yeux. Hadfield a été aveuglé par ses larmes de joie. Mais allant à l'encontre du protocole, il a refusé de le dire à ses superviseurs sur Terre. Ce n'est qu'une fois qu'il n'a plus été en mesure de travailler qu'Hadfield a prononcé la fameuse phrase « Houston, j'ai un problème ». C'était le résultat direct de cette euphorie spatiale. Il a toutefois réussi à remonter dans la navette, mais son EVA n'a pas été finalisé. L'euphorie de l'espace avait encore frappé. Il y a un autre aspect de l'euphorie de l'espace qui mérite une attention sérieuse. C'est ce qu'on appelle l'effet de surplomb. L'apesanteur dans l'espace affecte tout, de la santé physique et psychologique des astronautes à la physique liée à l'utilisation de tous les équipements mécaniques du vaisseau spatial. Cependant, l'apesanteur n'est pas due à un manque de gravité. Les astronautes sont en orbite autour de la Terre à moins de 500 km d'altitude, ce qu'on appelle LEO pour Low Earth Orbit, soit orbite terrestre basse. Or, il y a encore beaucoup de gravité en orbite terrestre basse. La gravité de la Terre maintient par exemple la Lune en orbite. Or, la Lune est à environ 400 000 km de distance. En fait, un astronaute de 68 kg en pèserait 64 en LEO. L'apesanteur dans l'espace est due non pas à l'absence de gravité, mais à la chute libre. Ce qui monte doit redescendre. La fusée est propulsée et environ 8 minutes plus tard, les moteurs s'éteignent. Le vaisseau spatial commence alors à retomber sur la Terre. Heureusement, à ce moment-là, il a atteint la vitesse orbitale, qui est d'environ 28 000 km/h. Ainsi, il tombe vers la Terre, mais ne la heurte jamais. Il continue à tourner autour dans la même trajectoire incurvée que la surface de la Terre. Il est donc en orbite. C'est une chute libre, et même si tout le monde appelle cela de l'apesanteur, ce n'est pas le cas. Si tu devais placer un pèse-personne sous tes pieds en chute libre, il afficherait 0. Tu ne pèserais rien, mais c'est parce que le pèse-personne tombe lui aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les astronautes conservent toute leur puissance musculaire, leur masse reste la même. Par conséquent, ils peuvent soulever dans l'espace des équivalents lourds, qui pèseraient des centaines ou même des milliers de kilos sur Terre. Les astronautes deviennent des super-humains dans l'espace. Et cela crée une autre situation inhabituelle.
Lors du tout premier voyage sur la Lune, les astronautes d'Apollo 8 n'étaient même pas censés regarder en arrière et photographier la Terre. Ils n'ont pris qu'un nombre limité de clichés de notre planète, ce qui est dommage. Toutefois, le lever de terre depuis la Lune est sans doute devenu la photo la plus influente du XXe siècle sur le plan écologique et elle n'était même pas prévue. Mais c'est la clé pour comprendre l'effet de surplomb. S'étonner de l'inattendu. Même aujourd'hui, presque aucun globe terrestre ne représente fidèlement la Terre. Les globes dans les écoles et les bibliothèques montrent chaque pays, généralement dans des couleurs différentes. Chaque pays arbore une étoile pour marquer sa capitale. Ce n'est donc pas l'apparence de la Terre vue de l'espace. Ces globes ne sont pas des globes de la planète Terre. D'ailleurs, il n'est pas si facile de trouver un globe ressemblant à notre planète. Il n'y a qu'à lire les étiquettes sur les globes scolaires. Le monde géopolitique. Ce sont des globes figurant un lieu qu'on appelle le monde. Or, il n'existe pas de planète appelée le monde. Le monde ne vit pas dans l'espace. Il vit sur le bureau ou sur l'étagère de quelqu'un. La définition de l'espace est d'origine géologique. L'espace est défini comme existant jusqu'à l'atmosphère de la Terre, mais sans l'inclure. Ainsi, la Terre n'est même pas vue comme un objet astronomique. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place? Mais comment ça fonctionne? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable, et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois? D'anciens humains et dinosaures? La naissance de l'univers? Le futur? Qui sait? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil. Parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment, au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme? Par exemple, un cône? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout-puissant. Comment? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on?
Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors que se passe-t-il ? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet ? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps ? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. On dit que quelque part, il y a un stylo qui peut fonctionner en apesanteur, à des températures extrêmes et même sous l'eau. Que ce stylo peut écrire sur quasiment toutes les surfaces, même à l'envers, et ce par des températures pouvant atteindre les 300 degrés. On dit aussi que la NASA a dépensé des millions voire des milliards de dollars et presque une décennie pour développer un tel objet. Le problème des stylos à billes dans l'espace est qu'ils ne fonctionnent pas dans les conditions d'apesanteur. L'encre ne peut pas s'écouler vers la bille normalement, puisque la gravité ne l'affecte pas. Au lieu de cela, une pression est appliquée au réservoir d'encre et les stylos se mettent à fuir. Jusqu'à récemment, la NASA utilisait donc des crayons à papier. Ceux-ci étant composés de bois, ils représentaient un risque d'incendie dans la plupart des vaisseaux spatiaux de l'époque, dont l'atmosphère interne était composée à 100 degrés d'oxygène. La nécessité d'un super stylo était donc évidente. Mais quoi qu'en disent les rumeurs, la NASA n'a pas créé un tel stylo, ni dépensé une fortune pour la recherche. Son développement a été sponsorisé par Paul C. Fisher de la Fisher Pen Company, basée à Chicago. Plus d'1 million de dollars et près de 10 ans ont été nécessaires pour mettre au point une cartouche d'encre pressurisée. Elle devait permettre aux stylos spatiaux de fonctionner en gravité zéro et dans d'autres conditions extrêmes. En définitive, ils ont obtenu un stylo qui pouvait s'utiliser à des températures allant de moins 35 degrés à 120 degrés. Impressionnant, n'est-ce pas ? Le stylo a été breveté en 1966. Un an plus tard, après avoir conduit plusieurs tests approfondis, la NASA a entrepris d'en équiper les astronautes des missions Apollo. Étonnamment, les rumeurs selon lesquelles la NASA a dépensé une somme démentielle pour le développement de stylos spatiaux circulent depuis des décennies. Elles ont été démenties à de nombreuses reprises, mais elles refont surface encore et encore.
De nombreux films de science-fiction peuvent te laisser penser que tout ce qui se passe dans l'espace est accompagné d'un genre d'effet sonore, ce qui est une idée reçue totalement fausse. Dans l'espace, personne ne t'entend crier. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. C'est un vide presque parfait qui rend le déplacement des ondes sonores impossible. Elles ne peuvent donc pas atteindre tes tympans et les faire vibrer afin d'envoyer les signaux nécessaires à ton cerveau. Mais c'est une bonne chose, surtout pour les astronautes au cours de leur sortie dans l'espace. Sans le calme du vide spatial, ils seraient constamment submergés par le bruit des tempêtes solaires. Voici une autre idée reçue. Toutes les comètes ont de belles et longues queues. Ce n'est rien d'autre qu'un mythe populaire. En réalité, les comètes sont des corps spatiaux très difficiles à repérer. Elles passent généralement beaucoup de temps loin des étoiles. Là, dans l'obscurité de l'espace, elles restent plutôt inactives et complètement gelées. Les comètes n'ont une queue que lorsqu'elles se rapprochent d'une étoile. C'est à ce moment-là qu'elles commencent à se réchauffer. Ce processus les conduit à développer une sorte d'atmosphère nuageuse qu'on appelle coma et une queue distinctive. La queue pointe toujours du côté opposé de l'étoile qui influence la comète car elle est poussée dans la direction opposée par le rayonnement et les vents solaires. C'est pourquoi la queue peut aussi se trouver devant la comète et non à sa suite. Voyons maintenant ce qu'est une année-lumière. Le nom même de cette notion peut laisser entendre que nous parlons de temps. Mais en réalité, les années-lumière sont une unité de distance. La définition de la NASA d'une année-lumière est la suivante. La distance totale qu'un faisceau de lumière se déplaçant en ligne droite parcourt en 1 an. Et comme la lumière se déplace à une vitesse de 300 000 km par seconde, une année-lumière équivaut à presque 9 000 milliards de kilomètres. Les gens croient souvent qu'on expérimente la gravité zéro dans l'espace, d'où la pesanteur qu'éprouvent les astronautes dans la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La gravité est l'une des forces les plus importantes qui existent dans l'univers. Grâce à elle, la Lune peut tourner autour de la Terre et le Soleil ne dérive pas loin de notre galaxie, la Voie lactée. Les astronautes de l'ISS ne subissent pas une gravité nulle, mais une microgravité. La gravité sur la station spatiale est seulement 10% plus faible que la gravité à la surface de la Terre. Mais les astronautes sont constamment en chute libre. Le véhicule spatial, les personnes qui s'y trouvent et tous les objets à bord tombent sans cesse vers l'avant, pas vers le bas, mais autour de notre planète, en suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets à l'intérieur semblent flotter. C'est pourquoi les astronautes peuvent déplacer des objets pesant des centaines de kilos du bout des doigts. Et même si la microgravité est souvent appelée gravité zéro, ce sont en fait deux choses très différentes. On peut avoir l'impression que le Soleil est toujours en feu. Du moins, c'est l'impression que donnent les photos. Mais en réalité, notre étoile est une boule géante de gaz. Les réactions nucléaires qui se produisent en permanence dans son noyau font brûler le Soleil. Chaque seconde, des centaines de millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en presque autant d'hélium. Durant ce processus, d'énormes quantités d'énergie sont libérées sous forme de rayons gamma. Ensuite, ces rayons se transforment en lumière. En d'autres termes, le Soleil émet effectivement une lumière aveuglante et une chaleur incroyable. Mais il n'est pas réellement en feu, car il n'y a pas d'oxygène impliqué dans le processus. Un humain peut exploser s'il sort dans l'espace sans combinaison spatiale. Eh bien, contrairement à la croyance populaire, enlever une combinaison spatiale pendant une sortie dans l'espace ne sera pas aussi dramatique que ce que l'on voit souvent dans les films. La personne perdra tout simplement conscience en raison d'un manque d'oxygène après 15 secondes de présence dans l'espace sans protection. Avant que cela n'arrive, il lui faudra expirer autant d'air que possible, sinon cet oxygène endommagera ses poumons de l'intérieur. Ensuite, sans la protection de la combinaison spatiale, qui agit comme un mini-vaisseau spatial, la pression à l'intérieur de son corps va chuter. Cela provoquera des problèmes encore plus graves. Et même si cette personne n'éclatera certainement pas, elle n'aura pas intérêt à rester dehors trop longtemps. On entend souvent dire que les trous noirs sont de gigantesques et terrifiants aspirateurs cosmiques. Mais en réalité, les trous noirs sont plutôt de l'ordre du piège à mouches. Ils ne sont pas en quête permanente de choses à aspirer. Au lieu de ça, ils restent plantés là, assez passivement. Ce n'est que lorsqu'une étoile s'approche trop près qu'un trou noir entre en action. Et encore, seuls les objets spatiaux qui franchissent une certaine frontière se font déchiqueter. Si le Soleil était soudainement remplacé par un trou noir, l'orbite de la Terre ne changerait pas. Par contre, sa température serait différente. Notre planète ne serait plus affectée par les tempêtes magnétiques ou les vents solaires. Supposons que ce trou noir ait la même masse que notre étoile. Selon les lois de la physique, il faudrait que la Terre s'approche vraiment très près pour y être entraînée. La légende de la face sombre de la Lune a été démystifiée il y a plus de 50 ans.
Pourtant, tout le monde ne sait pas que cette face sombre est simplement la partie du satellite naturel de la Terre qui est orientée du côté opposé. Elle n'est en aucun cas plus sombre que le reste de la Lune, et la lumière du Soleil parvient de manière égale sur l'ensemble de la surface lunaire. Tu penses peut-être que la Terre est massive, mais le Soleil représente près de 99,9% de la masse de tout le système solaire. Le reste de cette masse est constitué par les planètes et leurs satellites, les astéroïdes, les comètes, le gaz et la poussière. Le Soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres de notre planète, mais il nous tient chaud tous les jours. Sa température est d'environ 5500 degrés Celsius, mais l'espace qui l'entoure est toujours froid comme la glace. Pour comprendre cela, il faut faire la distinction entre la chaleur et la température. La chaleur est l'énergie qui se trouve à l'intérieur d'un objet. La température est ce qui nous indique si cet objet est chaud ou froid. Lorsque la chaleur est transférée depuis cet objet, la température augmente. Lorsque l'objet perd de la chaleur, sa température diminue. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes. Le Soleil le fait par rayonnement, cela signifie qu'il dégage de la chaleur sous forme de lumière. Ton corps dégage aussi de la chaleur, sous forme d'ondes infrarouges. C'est pourquoi les caméras thermiques peuvent détecter ta présence dans une pièce, même la nuit. Plus l'objet est chaud, plus il dégage de chaleur. La température n'affecte que la matière. Puisque l'espace est principalement du vide, il ne contient pas assez de particules pour que la chaleur puisse être transférée autrement que par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil arrive sur un objet, les atomes commencent à absorber de l'énergie. Mais la chaleur ne peut pas être transférée car il n'y a pas de matière dans l'espace. Ces rares atomes et molécules se trouvant dans l'espace absorberont la chaleur. Et ils resteront simplement ainsi, tandis que le vide froid restera froid. Il y a beaucoup de matière dans l'atmosphère de la Terre, donc l'énergie du Soleil peut s'y transférer facilement. Mais si tu mets un objet hors de l'atmosphère terrestre en plein Soleil, il finira par être chauffé à 121 degrés Celsius, car c'est une matière composée d'atomes et de molécules. La température du vide est de moins 270 degrés Celsius. Cela signifie que selon l'endroit où tu te trouves, l'espace peut soit te brûler, soit te geler. Le Soleil n'est pas vraiment jaune, il émet de la lumière sur une large gamme de longueurs d'onde. Nous pouvons déterminer sa température et sa couleur par le pic de son spectre. Par exemple, les étoiles plus froides seront rouges et les étoiles plus chaudes seront bleues. Entre les deux, des étoiles jaunes, oranges et blanches. En ce qui concerne le Soleil, le spectre culmine à une longueur d'onde que nous définissons généralement comme verte. Mais notre œil l'aperçoit différemment. Ainsi, cette nuance de vert, combinée à d'autres longueurs d'onde du spectre, va paraître blanche à l'œil humain. Nous percevons généralement le Soleil comme étant jaune car notre atmosphère diffuse la lumière bleue plus efficacement que la rouge. Pendant le lever et le coucher du Soleil, il y a plus de lumière rouge dans le spectre du Soleil, ce qui nous donne des couleurs chatoyantes. Les taches solaires sont des parties de la surface visible du Soleil qui sont en moyenne beaucoup plus froides que le Soleil lui-même. Elles se superposent à des parties qui ont un champ magnétique accru. Ces parties ne permettent pas la libération de la chaleur vers la surface visible du Soleil. Ainsi, le reste de la surface du Soleil est 3 fois plus lumineux que ces taches solaires. Ce contraste les fait paraître presque noirs. Si nous pouvions séparer une tache solaire du Soleil et la placer quelque part dans le ciel nocturne, elle serait différente, aussi brillante que la Lune lorsque nous la voyons depuis la Terre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent dans la même direction, car elles se sont formées à partir d'un seul nuage protoplanétaire, à l'exception d'Uranus et de Vénus. Elles ont probablement subi un fort impact qui les a fait tourner dans la direction opposée. Mais c'est différent avec les galaxies. Elles ne se forment généralement pas à partir du même nuage de poussière et de particules. De plus, elles ne sont pas réparties au hasard dans l'espace. Elles se présentent sous forme de filaments, des brins denses et fins de matière noire et de galaxies, avec des vides entre eux. Les protogalaxies sont reliées par des forces gravitationnelles dans de petites zones de l'espace. Cela est probablement dû à la répartition de la matière noire dans l'univers. La matière dans les filaments se déplace en tire-bouchon et va vers la zone la plus dense. Il pourrait donc y avoir une direction commune dans laquelle les galaxies ont tendance à tourner, mais elle est principalement aléatoire. Il est possible que nous mettions un jour au point un ascenseur lunaire. Oui, un câble ancré à la surface de la Lune. Il s'étendrait sur 400 000 km. Nous ne pourrions pas l'attacher directement à notre planète car la Terre et la Lune sont toutes deux en mouvement. Mais nous pourrions le garder haut dans l'orbite de notre planète.
Certains chercheurs pensent que nous pourrions construire un tel ascenseur pour quelques milliards de dollars. La Lune possède des ressources que nous pourrions certainement utiliser. Une forme rare d'hélium trouvée là-bas pourrait être utile dans les centrales à fusion de notre planète. Nous pourrions aussi prendre d'autres éléments rares et les utiliser dans les smartphones et le reste de l'électronique. Ainsi, après environ 53 montées et descentes, l'ascenseur pourrait être amorti. Le câble serait aussi épais qu'un crayon, mais son poids serait d'environ 40 tonnes. Il pourrait même être fabriqué à partir du matériau que nous avons déjà sur Terre, sans avoir besoin d'inventer quoi que ce soit. Il pourrait même s'agir d'une combinaison de 2 ascenseurs. Un vaisseau spatial treuillerait un ascenseur depuis la surface de notre planète jusqu'à une station spatiale. Puis, il serait projeté vers la Lune. Il y aurait un autre ascenseur pour finalement le faire descendre à la surface de la Lune. Les planètes de notre système solaire ont des orbites prévisibles et stables, mais des collisions de géantes gazeuses ont pu se produire à un stade précoce lorsque le système planétaire était encore en formation. En cas de collision frontale, 2 géantes gazeuses fusionneraient. Elles ne finiraient pas par perdre leur masse, les matériaux de leurs enveloppes gazeuses ou ceux de leur noyau solide. Une telle collision à une vitesse plus élevée entraînerait la perte de la majeure partie du gaz de l'enveloppe. Et à très haute vitesse, boum, les 2 planètes disparaîtraient. Il te regarde fixement et tu le regardes en retour. Un œil géant qui semble t'attirer dans l'abîme. Tu le survoles à bord de ton vaisseau spatial. Mais aussi effrayé que tu puisses être, il te faut quand même faire ton travail. Tu diriges donc ton vaisseau vers la surface de la planète rouge. Et oui, c'est là que tu te trouves, à survoler Mars. Mais chaque chose en son temps. Tu prends un moment pour te rappeler tout ce que tu sais au sujet de la 4e planète la plus proche du Soleil. C'est la dernière des planètes intérieures. Ce sont ces planètes qui se trouvent dans le périmètre de la ceinture d'astéroïdes. On les appelle aussi des planètes telluriques, car elles sont composées de roches et de métaux. L'atmosphère de Mars est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Elle contient 95% de dioxyde de carbone et à peine 1% d'oxygène. En d'autres termes, n'envisage même pas de retirer ton casque. De toute façon, il n'y a pas de temps à perdre. Tu atterris à la surface de la planète et tu te retrouves au beau milieu d'un monde rouge brunâtre. Heureusement que tu portes une combinaison spatiale. L'endroit est glacial. Le thermomètre cousu dans la manche de ta combinaison indique moins 62 degrés Celsius. Il est temps de faire ton premier pas sur la surface martienne. La planète a l'air assez colorée, et la teinte d'une zone spécifique dépend des minéraux qui composent son terrain. Le sol sous tes pieds est couvert d'une fine poussière. Elle ressemble à de la rouille. La même poussière orangée se trouve en suspension dans l'air. Heureusement que tu as ta propre réserve d'oxygène et que tu n'as pas besoin de respirer l'air martien. Cette couche de poussière qui recouvre la surface de Mars peut avoir une épaisseur de 2 à 12 mètres. Tu croises les doigts en espérant ne pas être avalé par les sables mouvants martiens. Tu commences à marcher et tu te sens très léger. Mars ne représente que 15% du volume de notre planète et à peine 11% de la masse terrestre. Cela signifie que la gravité est beaucoup plus faible ici. Cette attraction ne représente que 38% de celle qui règne à la surface de la Terre. Tu fais de petits sauts, puis tu essayes de courir sur plusieurs centaines de mètres. Tu n'as même pas transpiré une goutte. Ce qui rend l'exploration à pied plus difficile, c'est que la surface de la planète est très accidentée, couverte de cratères et de volcans, d'anciens lits de lacs asséchés et de canyons. Tu vois quelque chose d'énorme qui se dresse à l'horizon. Mais tu essayes de réprimer ta curiosité. Tu auras suffisamment de temps pour découvrir de quoi il s'agit plus tard. Soudain, un nuage massif apparaît au loin. On dirait qu'un énorme troupeau s'approche de toi au galop. En réalité, tu ferais mieux de remonter à bord de ton vaisseau et de t'envoler aussi vite que possible. C'est l'une des fameuses tempêtes de poussière martienne. Elles se produisent principalement pendant l'été dans l'hémisphère sud de la planète rouge. Et elles peuvent parfois recouvrir la planète entière. On peut même apercevoir les plus grandes d'entre elles depuis la Terre. Tu sautes dans ton vaisseau et tu mets le cap sur l'œil qui t'avait tant effrayé. Des canaux sinueux, qui ressemblent à des veines, traversent ce globe oculaire. Mais plus tu t'approches, moins cela ressemble vraiment à un œil. Bientôt, tu réalises que c'est un cratère. Il est gigantesque, près de 30 km de diamètre. Autour du cratère, qui semble même avoir une pupille, se trouvent d'autres cratères encore plus grands. Ils se sont probablement formés il y a des milliards d'années. C'est à cette époque que Mars a dû essuyer les multiples assauts de roches venues de l'espace. Mais pourquoi ce cratère oculaire est-il plus sombre que le paysage environnant? Les scientifiques pensent qu'autrefois, de l'eau martienne se trouvait dans l'énorme fosse. Et tu te souviens de ces canaux? Ce sont eux qui transportaient probablement cette eau. Comme le cratère était rempli d'eau, cela a empêché certaines substances et certains minéraux de s'éroder.
Maintenant, tu te souviens de cette chose imposante à l'horizon? Il est temps d'aller l'explorer. Quand tu t'en approches, tu réalises qu'il s'agit du plus grand volcan bouclier de tout le système solaire, Olympus Mons. Il fait plus de 595 km de diamètre, ce qui est presque la même taille que l'État d'Arizona. Tu inclines la tête, waouh, la montagne fait 25 km d'altitude. Elle est aussi entourée de falaises de 6 km de haut. Faisons quelques comparaisons pour mieux visualiser la taille de ce volcan. Le plus grand volcan sur Terre est le Mauna Loa, qui s'élève à environ 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer et s'étend sur 120 km. Cela semble impressionnant, mais le volume d'Olympus Mons est environ 100 fois plus conséquent que celui du Mauna Loa. Le géant martien pourrait avaler toute la chaîne des îles hawaïennes, de Kauai à Hawaï. Mais pourquoi ce volcan est-il si grand? Cela pourrait être le résultat d'une gravité plus faible et d'une fréquence d'éruption plus élevée. Ou la raison pourrait venir de la croûte de la planète rouge, qui est très différente de celle de la Terre. Elle est statique. Sur notre planète, la croûte est composée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. Lorsque les plaques se déplacent sur des points chauds regorgeants de lave, de nouveaux volcans se forment et ceux qui existaient déjà s'éteignent. C'est pourquoi la lave peut atteindre la surface par de nombreuses débouchées. Mais sur Mars, la croûte n'est pas scindée en plaques similaires à celles de la Terre. Et la lave n'a rien d'autre à faire que de s'accumuler dans un seul très grand volcan. Alors, pourquoi ne pas regarder cette énorme montagne de plus près? Mais à peine es-tu descendu de ton vaisseau que le sol martien sous tes pieds se met à trembler. C'est un tremblement de Mars. Mais comment cela peut-il se produire si Mars n'a pas de plaques tectoniques actives en mouvement? Les spécialistes de la NASA sont convaincus que ces tremblements se produisent lorsque l'énergie à l'intérieur de la planète est soudainement libérée. Cela entraîne des fractures de la roche et des fissures dans la croûte de la planète. Une autre secousse puissante et l'une de ces crevasses s'ouvre juste à côté de toi. Tu tombes au sol, trop terrifié pour bouger. Mais bientôt, tout se calme. Tu attends quelques minutes, juste pour être sûr, et tu te lèves. Oh, regarde! Voici une occasion parfaite d'explorer les entrailles de la planète rouge. La fissure est suffisamment grande pour y envoyer un robot de recherche. La croûte de la planète est fine et se compose de roches basaltiques. L'épais manteau qui entoure le noyau de la planète est composé de silicates, d'oxygène et de quelques autres minéraux. Tu pourrais le comparer à une sorte de dentifrice fait de roches. Le manteau martien est aussi moins imposant que celui de la Terre. Son épaisseur n'est que de 1300 à 1800 km. Quant au noyau de la planète, il est composé principalement de fer, de nickel et de soufre et mesure entre 1400 et 1900 km de large. Ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars ne dispose pas d'un champ magnétique. Malheureusement, ton drone est maintenant perdu dans les profondeurs de la planète rouge. Tu le laisses là et continues ton exploration. Ta prochaine destination est Valles Marineris. Ce nom évoquerait presque une sauce tomate à l'italienne, mais c'est en réalité un immense canyon, ou plutôt un système de canyons, qui longe l'équateur de Mars. Il est tout aussi impressionnant qu'Olympus Mons, plus de 4200 km de long et plus de 6 km de profondeur. Il est tellement vaste qu'il pourrait s'étendre sur l'ensemble des États-Unis, du Pacifique à l'océan Atlantique.